Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Mismatch pour cet épisode numéro 6 spécial transfert en LFB avec toute la team Mismatch ou presque. On va revenir sur toutes les équipes du championnat, sur les arrivées, les départs, sur tout ce qui va compter et quel impact ces transferts vont avoir sur les différents clubs et sur les rosters pour la saison prochaine. On fera rapidement un petit point sur la saison actuelle qui a été définitivement arrêtée par la FFPB et puis on pourra du coup vous donner quelques petites précisions sur les compétitions européennes pour les clubs français qui pourraient éventuellement se jouer si la crise sanitaire le permet. Pour parler de tout ça ce soir, j'accueille Vincent, Jacques, Barbara et Thibaut. Bonjour à tous les quatre. Salut. Bonjour. Salut Étienne. Alors, gros épisode, puisqu'on va passer probablement pas mal de temps à décortiquer les rosters, à décortiquer les signatures. Alors évidemment, la période des transferts n'est pas tout à fait terminée. Tout n'est pas annoncé par tous les clubs de LFB. Du coup, on va tout reprendre et ce que je vous propose, ça sera effectivement, à l'initiative de Barbara et Vince, de commencer par le bas du classement pour remonter vers les plus gros, là où il y a le plus de signatures, où on pourra passer un peu plus de temps. Est-ce que ça vous va comme petit programme ? C'est parfait. Ça va parfaitement. Ça va parfaitement. Du coup, juste pour faire un petit point, si vous êtes fan de basket féminin, si vous êtes fan de LFB ou de compétition de basket féminin, vous avez pu voir que la FFBB a décidé d'arrêter le championnat de ligue féminine de basket pour cette saison. Donc il n'y aura pas de champion, il n'y aura pas de relégation sportive. On l'arrête en l'état actuel. En l'occurrence pour 2020-2021, la FFBB a quand même réussi à obtenir de la part de la FIBA Europe d'avoir 3 équipes en Euroleague, donc du coup Lyon Asvel, Bourges et Latte Montpellier, et puis 5 équipes sur la deuxième compétition européenne qui est l'Eurocup, avec Basketland, Landerneau, Les Flammes, La Roche-Vendée et puis Villeneuve-d'Ascq, qui pourront donc du coup ces 8 clubs disputer les compétitions européennes pour la saison 2020-2021, évidemment en espérant que tout reprend d'ici là, ce qui est fort probable. En revanche, toute petite précision, il y a un match normalement des champions qui est prévu en début d'année. Celui-ci n'aura pas lieu, puisque du coup pas de champion en 2020, mais il sera remplacé par la finale de la Coupe de France et qui opposera du coup le Tango Bourges Basket à Lyon, le LDLC Asvel féminin. D'ailleurs, je trouve ça particulier de devoir dire à chaque fois féminin derrière, mais bon. C'est leur appellation. Et dernier point concernant l'Europe, vous savez que l'Euroleague a été suspendu pour le moment et qu'il y a toujours un Final 8 qui doit avoir lieu. En l'occurrence, on ne sait pas quand, mais si il se tient, la FFBB s'est portée candidate pour l'organiser puisque 3 clubs français y participent à ce Final 8. Donc il y aurait une vraie justification à l'organisation de cette compétition. Alors on ne sait pas encore quelles seraient les conditions, huis clos, pas huis clos, etc. Mais en tout cas, il y a un intérêt de la part de la Fédération française pour s'en occuper. Voilà pour le petit point sur le championnat et sur la LFB. On est au clair sur tout ça. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut aller se lancer sur les transferts et aller s'intéresser à la 12e équipe et dernière de cette saison, même s'il n'y a que 16 matchs joués. Mais c'est Charnay qui a fermé la marche, en tout cas jusqu'à maintenant. Et tiens, je vais lancer Tip sur Charnay. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un peu les mouvements pour ce club ? Alors, pour l'instant, Charnay sont un peu en attente des transferts, puisque pour le moment, il y a 2 départs, mais c'est notamment un départ qui est très important et une arrivée. Ce qui est important pour ce club qui est tout nouveau, qui a été tout nouveau, qui est arrivé cette année en LFB, c'est qu'ils gardent un petit peu l'ossature de cette année. Donc, Pauline Guittard reste au club, Romane Jeannot, donc ça, c'est 2 postes 1, donc c'est très important de garder cette ossature-là. L'une des révélations du championnat promise Amou Camara va rester également au club. Mathieu Chauvet, toujours l'entraîneur évidemment de ce club-là. Le Charnay a recruté Jessica Mavambou qui arrive d'Aulnoy Emery, que je connais bien puisque bien sûr moi je suis pas loin d'Aulnoy et j'ai vu cette année évoluer. Et c'est vraiment une joueuse qui était très intéressante en sortie de banc. Elle a fait à chaque fois des très bons matchs. Elle a plus de 7 points, 4 rebonds en sortie de banc, donc voilà, une joueuse vraiment à suivre. Et bien sûr, Charnay a perdu 2 joueuses, Ludivine Marie qui a signé à La Tronche-Mélan, mais surtout a perdu Laetitia Gapo qui est
la meilleure joueuse 3-3 du monde, qui est peut-être la joueuse la plus rapide du championnat, en course à pied évidemment. Et c'est une joueuse, Laetitia Gapo, qui n'a cessé de progresser ces dernières années et qui là fait un tremplin assez fou de Charnay à Bourges, mais ce n'est pas étonnant de voir Bourges se positionner sur une telle joueuse. Laetitia Gapo, bon, j'exagère un petit peu sur son profil, mais c'est vraiment une joueuse qui me fait penser à Pauline Salagnac dans sa rapidité d'exécution, dans ses shoots extérieurs, dans ses doubles pas. Voilà, franchement, il faut la suivre sur un terrain. C'est fou la vitesse de jeu, c'est fou la vitesse qu'elle peut mettre dans son basket. Donc voilà, vraiment à suivre Laetitia Gapo du côté de Bourges. Mais Charnay, bon, dernier au classement cette année, c'est pas étonnant. Mais Charnay, c'est vraiment un club, une structure qui est vraiment à suivre. Hein. C'est une équipe qui a été championne de NF1, qui a été championne de Ligue 2. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a les partenaires, il y a vraiment tout pour que ce club puisse rester au plus haut niveau. Charnay, c'est la petite sœur un peu de Landerneau en termes de structure de club. Et heureusement pour eux que la saison a été annulée, comme il n'y a pas de relégation, ça leur donne plus de temps pour travailler et mettre en place. Donc c'est vraiment un gain de temps pour le 12e. Il y a vraiment ce que je voulais dire par la structure, vraiment, il y a le budget qui est assez raisonnable pour un promu. Mais ils sont très intelligents à chaque fois pour trouver des profils intéressants à réussir par exemple, l'année dernière à dénicher Pauline Littard. Voilà, c'est quand même des bons signes. Et surtout, ils ont un super coach, Mathieu Chauvet, qui était le meilleur coach de Ligue féminine, il y a quelques années avec Toulouse. Donc voilà, c'est un club à suivre. Est-ce que vous voulez compléter quelque chose, messieurs, dames? Moi, j'aurais juste une interrogation sur Charnay, c'est savoir comment ils vont compenser le départ de Laetitia Gapo. C'est vrai qu'elle va laisser un grand vide, c'était la capitaine. On sait que pour un club comme ça, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui puisse remplacer poste pour poste et dans le leadership surtout. Est-ce que tu as une réponse type pour l'instant, il n'y a pas de. Je n'ai pas d'infos sur une remplaçante pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je peux pas vous dire plus pour l'instant là-dessus sur Charnay. Voilà, je sais que c'est une cellule de recrutement qui marche très bien, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Voilà, je pense qu'il y a d'autres clubs qui sont plus en difficulté de Charnay au niveau du recrutement. On aura l'occasion d'en parler. De toute façon, ça sera compliqué de remplacer son impact, qui était effectivement indéniable sur le terrain. Après, voilà, c'est intéressant que Charnay garde quand même sa base de jeunes joueuses. Après, s'il y a Lezin, Sixtine Maquet, Romane Jeannot, c'est des filles qu'on a vues dans les équipes de France de jeunes. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui vont monter crescendo. Et d'avoir quand même de la stabilité sur le poste 1, c'est intéressant, au moins sur la mise en place de l'équipe, sur la préparation en début de saison. On a fait le tour sur Charnay. Est-ce que Jacques, tu veux rajouter quelque chose C'est d'accord. Même juste, je vois que Manuela Hachi et Kristen Mann, on ne sait pas encore ce qu'elles vont faire. Bon, je pense que elles seront plus au club l'an prochain. Mais ouais, aussi, je pense que ce serait intéressant de voir aussi leur recrue étrangère pour pouvoir se faire une idée, quoi. Ok, bah du coup, bon là on a fait Charnay, on a fait le tour, on a dit que c'était un club du coup à potentiel, mais que donc ils allaient avoir un petit peu de temps pour pouvoir travailler et qu'il y avait des bonnes signatures ou des re-signatures ou des joueuses qui restaient de qualité en tout cas, même si. Il y a une rumeur, juste une rumeur là que je viens de lire là à l'instant, justement sur Charnay en poste 5, c'est une joueuse qui viendrait d'Espagne qui s'appelle Vioniz Pierre-Louis. Alors pour l'instant, c'est une joueuse qui joue à Tenerife, qui est à 10,5 rebonds en 20 minutes. Voilà, donc ça serait un poste 5 assez grand, donc à suivre. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Je dis bien, c'est rien de signé. Et pour information, nous enregistrons ce podcast jeudi soir, jeudi 23 avril. Comme ça, si ça signe entre-temps, voilà.
on sait jamais. Ou si ça ne se signe pas, au moins Hmm. on se défausse un petit peu avec cette date. Ok pour Charnay, bah du coup Jacques, je vais te lancer sur Nantes, hein, du coup qui était 11e, qui était 11e du classement, Nantes-Rezé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Nantes et sur les signatures ou en tout cas sur les derniers mouvements? Alors Nantes, donc pour ce qui est donc déjà des départs, je pense que Nantes va perdre pas mal de joueuses, hein. Déjà Clarence Djalitadi qui part à Villeneuve d'Ascq, Nabala Fofana à Montpellier. On a aussi la jeune Emma Ouattara qui part en Ligue 2 à Rezé. Et après, pour tout ce qui est signature, pas mal de joueuses françaises. On a Bintou Marizi qui revient en France, qu'on a connu dernièrement au Hainaut, là, qui était parti en Hongrie puis en Espagne. À Une, Tenerife. ouais, c'est ça, à Tenerife. Une Canadienne qui arrive d'Allemagne, Samantha Hill, donc internationale canadienne. Bon, on sait que à Nantes, ça marche plutôt bien, hein. Il y a eu Catherine Plouffe dernièrement, et aussi Nero Hancock à l'intérieur. Et ensuite, Marie Manet qui arrivera du Hainaut. Et ensuite, une surprise un peu, je trouve, Atoumata Diakité. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est une jeune joueuse qui arrivera des Flammes Carolo. Il me semble qu'elle a disputé seulement 2 ou 3 matchs seulement avec l'équipe première, enfin en pro en tout cas. Et donc, un profil que je connais pas trop bien, mais j'ai trouvé ça un peu surprenant de signer, en tout cas, enfin, de signer une joueuse qui jouait donc avec l'équipe, enfin, qui jouait surtout avec l'équipe réserve. Est-ce que vous avez une réaction du coup sur cette joueuse Atoumata Diakité? Est-ce que tu connais Thibaut, toi, cette Pas joueuse? du tout. Non, non, non. Donc Je aussi noterai ça. surpris que Jacques sur la signature Exactement, de. ouais. Exactement. C'est quelqu'un qui jouait en majorité avec l'équipe NF de toute façon, donc Ok. qui va vraiment plus découvrir la LFB cette année, qui sera sans doute en complément, on va dire, de la raquette nantaise. Après, je pense que quand on a des moyens qui sont inférieurs par rapport aux autres équipes, on est obligé de se montrer intelligent dans son recrutement et son arrivée peut aussi s'inscrire dans cette logique-là. Mm. Ouais, bon. Attention, toujours Nantes, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Nantes, c'est toujours une équipe qui arrive à dénicher quelqu'un qui est une grosse scoreuse. Donc, on l'a vu ces dernières années. Voilà, ils arrivent toujours à trouver une américaine qui sort du lot. Alors, c'est Samantha Hill, je la connais pas du tout, mais je fais confiance à Nantes. À chaque fois, ils arrivent à trouver the joueuse qui peut scorer énormément dans une saison. Donc voilà, c'est une joueuse à suivre. Bon. Est-ce que quelqu'un arrive à prononcer le nom de l'ancien club de Samantha Hill? Euh, X, Nördlingen. Xid, c'est Xid Angels Nördlingen. Voilà, comme ça les noms à rallonge des clubs allemands, c'est Après toujours aussi, ouais. sympathique. Après aussi, bon, Faut travailler ton accent allemand un peu, Étienne, hein. Ah, j'ai fait allemand pourtant, hein, j'ai fait 11 ans Ah d'allemand. bah ça se voit pas du tout, hein. Bah ouais, ouais, bah je sais, mais ça fait 11 ans que j'ai arrêté aussi. Alors Euh, voilà, c'est pareil, il y a encore des rumeurs à Nantes, mais je vais la dire quand même, mais ça me paraît un peu gros. C'est Ashley Brunner qui jouait à Ueno, qui pourrait signer à Nantes, mais voilà, ça serait une grosse surprise. Vraiment une joueuse qui a fait des très très belles saisons à LFB, donc bon, à voir. Pour l'instant, c'est pareil, ça fait toujours partie des rumeurs de couloir, donc voilà, clôture, à c'est suivre. c'est bien, c'est bientôt la fin, donc on balance Voilà, tout. c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Nantes-Rosé ou est-ce qu'on s'engage sur Tarbes du coup qui était 10e? Pas d'informations Non. supplémentaires et pas de rumeurs non. de, Après, de Thibaut. je pense que Jessica Monroe risque de partir. Enfin, il y a pas eu d'annonce qui a été faite, mais je pense que malheureusement pour eux, ils vont perdre leur meilleure joueuse cette saison. Hmm, sans doute. Et pareil aussi pour Antonia Delahaye, hein, la Belge. Ouais, Nabala Fofana est parti à la Mm. Montpellier. Clarence Djalitadi a signé à Villeneuve d'Ascq. Et puis Manu Curé, l'entraîneur emblématique du club, Ouais, c'est ça. a été remercié. On l'a vu ces dernières années que Emmanuel Curé revient très souvent en milieu de saison. Mais je l'espère pas parce que Aurélie Bonan a quand même sauvé le club, je me pense que c'était l'année dernière, C'est ça. donc à la dernière journée. Donc voilà, Aurélie Bonan, et vous la connaissez, hein, c'est un gros caractère et
Je pense que c'est une leader aussi dans les vestiaires. Donc voilà, c'est une future entraîneur en devenir à suivre. On enchaîne avec Tarbes et on va donner la parole à Vince pour Tarbes. Alors, c'est intéressant parce que Tarbes, c'est une équipe qui est effectivement en fin de tableau par rapport à cette saison 2019-2020, mais le recrutement opéré paraît assez intéressant et je pense qu'on tient là notre premier trouble fait un peu de la saison prochaine. Alors, effectivement, il y a quand même des pertes importantes. Donc Marine Fotou, Tima Pouille, qui était quand même le backcourt d'avenir du basket français, on peut même dire, qui était à la direction de Tarbes cette année, qui est sur le départ, et qui est remplacée par une joueuse au profil complètement différent, qui est Kay Sharp, qui elle, pour le coup, est plutôt très très expérimentée, et qui va permettre de mettre un peu d'ordre dans la maison. Après, la raquette sera avec deux joueuses qui étaient déjà là cette année, notamment Louise Alvarsson et Anna Tadic, et une deuxième suédoise qui est arrivée, qui s'appelle Regan Margaretti, qui sera aussi une joueuse intéressante à suivre à Tarbes cette année. Mais clairement, le gros coup de recrutement, c'est l'arrière ailière américaine Jasmine Jones, qui vient tout juste d'être draftée en WNBA, et qui sera intéressante de suivre aussi dans cette LFB-là. Tu sais où est-ce qu'elle a signé en WNBA? Alors, je ne l'ai pas en tête. New York, il me semble, non? New York, c'est le New York Liberty, ouais. Tout à fait. Et probablement en 9e ou 10e ou 12e position, je ne sais plus. De mémoire, c'est 12e, mais j'en suis pas sûr. J'ai quand même fait un épisode spécial de WNBA il y a 4 jours, hein, mais bon. Voilà, c'est ça, les jours passent et du coup j'oublie les informations précises. Mais effectivement, 12e au Liberty. C'est peu probable qu'elle soit conservée après le training camp d'ailleurs. Il faudra voir ce que ça donne. Ok, est-ce que l'un d'entre vous veut compléter ce qu'a dit Vince? Moi, sur Tarbes, il y a une chose que j'ai vraiment hâte de voir en ligue, c'est Serena Kessler qui arrive du centre fédéral. Elle avait super bien marché au dernier Basketball Without Camp. Et je pense que ça peut être intéressant de l'avoir à Tarbes avec un coach formateur comme François Gomez. Je pense que pour elle, c'est vraiment le tremplin idéal, comme ça l'a pu l'être avant pour Marine Fotou et Tima Pouille. Ouais, Serena Kessler, qui est une des leaders de la génération 2002 sur les équipes de France de jeunes, et qui effectivement était donc pareil aussi au Pôle France, une des joueuses majeures de l'équipe, et qui effectivement est présentée comme un gros potentiel. Alors c'est vrai que la génération 2002 a eu le malheur entre guillemets de passer après la génération 2001, qui est exceptionnelle, donc on en parlait un petit peu moins, mais attention, avec Serena Kessler, c'est une joueuse qui peut être opérationnelle assez rapidement. C'est bon pour Tarbes, l'équipe? On a fait le tour? Ah oui, tout est complet là. Saint-Amand pour Jacques. Jacques qui est pas très très loin. C'est ça, Arras. Alors, ouais, Saint-Amand, grosse surprise pour ma part. Je dirais même grosse déception. Alors, je sais pas pour vous, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc, pour faire simple, seulement une joueuse a été prolongée, il me semble. C'est Assistant Gonnet, qui sort de sa meilleure saison en Ligue féminine. Et pour l'instant, donc, 4 recrues, toutes françaises. Au poste 1, donc, Alexia Plagnard, qui arrive de Bourges, où elle a une saison assez compliquée. Donc, même si elle a joué l'Euroleague, elle a eu un temps de jeu qui était vraiment très limité. Et il me semble aussi qu'elle avait été touchée par les blessures. Donc, on verra. Je dis en plus, je dis Alexia Plagnard, mais la culpa, c'est Alexia Dubié. Maintenant, ouais. Parce qu'elle s'est mariée cet été. Donc Alexia Dubié, donc on verra ce que ça donne sur le poste 1, mais j'espère vraiment qu'elle va réussir à retrouver un peu de confiance après une saison compliquée. Elle sera doublée par Cheyenne Poirot-Allard, qui est une jeune joueuse qui arrivera du centre de formation de Calais. Alors j'ai été voir ses stats en Ligue 2 avec Calais. Et elle avait un temps de jeu qui était assez réduit quand même. 8 minutes de temps de jeu et une éval estimée à 0,2. Donc c'est un peu une surprise. Alors l'UNO nous l'a un peu vendu comme vraiment un grand espoir du basket français. Donc j'espère vraiment que ça ne fera pas un flop parce que je pense vraiment qu'elle aura des responsabilités dans cette équipe.
Et donc voilà, et ensuite deux joueuses au poste 3-4. Morgane Armand, qui arrivera de Ligue 2 aussi, de Montbrison. Elle a aussi connu la Ligue 2 avec Nice il y a 2 ans. Et une joueuse que je connais pas du tout, qui arrivera de NCAA, c'est Marina Ewodo, qui a 21 ans et donc qui connaîtra sa première expérience en France. Et là, pareil, je connais pas du tout. Donc je trouve que, enfin, j'ai été un peu déçu par le recrutement de Saint-Amand, qui, je pense, les années précédentes nous avait quand même vachement surpris, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a pas forcément les moyens, mais qui a toujours misé sur les bonnes joueuses, sur les bonnes étrangères en tout cas. Donc là, j'attends vraiment de voir la suite des annonces, donc notamment les annonces étrangères, puisque même aussi Pauline Akonga, qui ne reviendra pas, celle qui a fait 6 saisons avec le Hainaut, donc qui ne reviendra pas. Donc ça, c'était une petite surprise pour ma part. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que l'ossature française, euh, ben, c'est une petite surprise en tout cas pour ma part. Donc j'espère vraiment que les prochaines signatures vont être un peu plus compétitives, on va dire, parce que ça me paraît vraiment vachement inexpérimenté en tout cas. En tout cas, on a l'impression que c'est un peu ton club de cœur, le Hainaut. Ah, le Hainaut, oui, vraiment, enfin, ces derniers temps, en tout cas, enfin, des joueuses comme Ashley Brunner, on en a parlé tout à l'heure, qui était vraiment une très grosse signature, et c'était vraiment, c'était le Hainaut qui avait été la chercher en Italie, il me semble. Et maintenant, elle cartonne à Landerneau, et je pense qu'elle va cartonner encore longtemps. Donc pas mal de grosses joueuses, hein, Soulciuté, encore cette année, Hélène Berg, qui était quand même une bonne pioche. Et là, pour l'instant, j'attends de voir. Pour les départs, en tout cas, parce que tu n'as pas fait la liste, mais on va la Voilà. donner, c'est Hortense Limousin, Mariman, Arin Ellenberg, effectivement, Kankou Koulibaly, Marina Solopova, Jenny Foisseau et Pauline Akonga qui quittent du coup le Hainaut. Voilà, donc il Ça faut sera une remplacer équipe, tout ça. ça sera une équipe, ouais, qui sera presque entièrement renouvelée, hein, autour d'Assistant Koné. Est-ce que Vince ou Thibaut, toi qui es aussi dans le coin, est-ce que tu as un peu plus d'infos sur Saint-Amand? Satamon, c'est toujours des recrutements un peu, effectivement, assez exotiques, des Lituaniennes, des Américaines qu'on ne connaît pas et qui se dévoilent. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas venir de joueuses. Voilà, je pense qu'il faut être patient. Et puis on sait que Pauline Akonga a quitté le club là en fin de saison. Elle a 38 ans, mais elle est capable de refaire une pige s'il faut en milieu de saison à Saint-Amand parce que c'est son club et voilà, affaire à suivre pour Pauline Akonga. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que le Hainaut est assez en retard dans son recrutement par rapport à d'habitude. Quelle est la deadline pour la période de transfert Très bonne question. Je crois que il me semble que c'est octobre, fin octobre. Enfin, je sais pas. J'avoue que j'ai un doute. Si Vince ou Barbara, vous avez l'info J'ai un doute. Il n'y a pas spécialement de deadline, même si, bon, pour l'instant, de toute façon, le recrutement est compliqué pour tout le monde cette année, hein, dans la situation que l'on connaît actuellement, qui est inédite. Donc forcément, les clubs de bas de tableau en plus sont souvent au complet moins rapidement que les clubs de haut de tableau. Donc c'est vrai que c'est un peu la certitude totale à Saint-Amand pour l'instant. Il faut attendre de voir la suite du recrutement puisqu'effectivement les joueuses majeures a priori ne sont pas encore là. Mis à part le pari entre guillemets Alexia Dubié à la même qui certes apportera son expérience à Sérénité mais qui effectivement sort d'une saison compliquée à Bourges. Donc à voir comment elle saura repartir la saison prochaine. Ok pour Saint-Amand. Ouais. Ok pour Saint-Amand. Ce qui est bien, c'est qu'on ne change pas de personne qui présente puisqu'on enchaîne avec Jacques sur Villeneuve d'Ascq. C'est toujours le coin. On donne les Hauts-de-France à Thibaut ou Jacques, les plus connaisseurs parce que ils sont dans le coin. Donc vas-y Jacques, lance-toi sur Villeneuve d'Ascq. Alors, Villeneuve d'Ascq, là, il y a eu pas mal d'annonces aussi. Donc pour ce qui est des départs, donc Kaby Sharp, hein, qui, on l'a dit, va partir à Tarbes. L'Américaine Shampton aussi, hein, qui sera, enfin, euh, le club souhaitait la conserver, mais elle va pas signer. Christelle Diallo aussi qui part aux Flammes, ça on verra tout à l'heure. Et aussi donc Mamsi Diop et Magariti.
Quand même pas mal de joueuses qui ont été conservées, 5 joueuses, donc c'est pas mal, je pense, de garder une bonne ossature pour l'an prochain, surtout Lisa Berkani, qui est une joueuse qui monte en puissance, en tout cas. Joanne Gomis, hein, qui enchaînera, je crois, sa 8e saison avec Villeneuve d'Ascq. La jeune Zoé Vadou aussi, qui a été conservée. Et surtout, à l'intérieur, Kariata Diaby, qui sort d'une saison blanche, hein. Elle avait fait une saison tonitruante avec Landerneau il y a 2 ans. Malheureusement, l'an dernier, elle était blessée, donc elle s'était fait les croisés, il me semble. Donc elle n'avait pas joué de la saison, enfin de la courte saison en tout cas. Et Courtney Hort aussi, qui reste, qui reviendra donc cette saison. Et pour l'instant, donc ce qui a été annoncé, donc pour compléter le secteur intérieur, on a Clarence Djalitadi qui arrivera de Nantes, qui sort aussi d'une très bonne saison avec Nantes, hein. Elle était dans le 5 majeur et elle est montée en puissance là ces dernières années. Donc c'est une joueuse qui retrouvera le Nord parce qu'elle a été formée à Arras. Et Jenny Diawara aussi, qui retrouvera Villeneuve d'Ascq, qui était parti à Charleville et qui retrouvera Villeneuve d'Ascq avec qui il avait joué il y a pas mal d'années, il me semble. Et enfin, de Charleville aussi, on retrouvera Janelle Saloun. Alors, je sais jamais, enfin, je ne sais pas prononcer ce nom. Je ne sais pas si on dit Salin ou Saloun. Je pense que c'est ça là. Salin, bah, Janelle Salin en tout cas. Une joueuse qui sortait de l'INSEP cette année, qui jouait à Charleville, qui a eu un temps de jeu assez réduit à Charleville, même si elle a quand même pu s'exprimer sur quelques matchs. Et je pense que c'est vraiment une bonne recrue. Et j'espère vraiment que ce sera un tremplin pour elle cette saison. Et en tout cas, donc, il reste 2 places. Donc, il me semble qu'ils cherchaient une meneuse pour remplacer Kebi Sharp et une étrangère aussi sur le poste 3 pour remplacer Keisha Hampton. Mais en tout cas, cette équipe, je la trouve pas mal, vraiment. Je suis agréablement surpris en tout cas par le recrutement de Villeneuve d'Ascq. Après, comme chaque saison, ce sera une question d'alchimie, je pense, hein. Mais en tout cas, en conservant 5 joueuses, je pense que c'est déjà pas mal. Après, tu parlais d'alchimie et sur le recrutement de Jenny Diawara, c'est un peu je dirais un recrutement sans risque parce elle connaît le club, elle a déjà bossé avec Rachid Méziane, donc je pense qu'au niveau de l'acclimatation, ça devrait être assez rapide. Et Mhm. on voit justement par rapport au recrutement que ça a été un peu une ligne directrice, que je trouve que les dernières saisons de Villeneuve sont un petit peu décevantes, elles n'ont pas su assez surfer sur les titres qu'elles ont eus. Donc elles ont besoin de remonter un petit peu et de repartir sur aussi une nouvelle dynamique. Ouais, et en plus, donc du coup, elles vont jouer l'Eurocoupe. Donc, elles n'avaient pas joué de Coupe d'Europe cette saison. Donc, je pense aussi que ça sera pas mal aussi pour le club. Des cinq équipes qu'on vient de présenter là, puisqu'on a fait Charnay, Nantes, Tarbes, Saint-Amand et Villeneuve d'Ascq, pardon. Du coup, j'ai l'impression, au vu des analyses et au vu de ce que vous évoquez, que c'est plutôt Tarbes et Villeneuve d'Ascq qui ont réussi les meilleurs recrutements, en tout cas pour le moment, et qui ne devraient potentiellement pas rester dans ces 5 dernières places. Ah, Tarbes, oui. Ah, Tarbes, oui, oui, oui. Tarbes, complètement. Après, Tarbes et Villeneuve sont 2 places fortes historiquement on va dire de la LFB quand même si Villeneuve d'Ascq c'est plus sur ces dernières années, Tarbes c'était peut-être quelques années plus tôt, mais ce sont des équipes qui forcément aspirent à jouer les premiers rôles sans être évidemment dans les cadors, mais donc c'est un petit peu normal aussi que ce soit ces 2 équipes-là qui sortent peut-être un petit peu du groupe des 5 qu'on a fait. Après, moi, pour revenir sur Villeneuve d'Ascq, j'espère vraiment que cette année, ça sera l'année de l'explosion définitive pour Zoé Wadou, qui est une joueuse que j'adore moi personnellement depuis beaucoup d'années. Encore une fois, un peu dans l'ombre de ses compagnons, de ses coéquipières de la génération 2001, Iliana Rupert et Marine Fautou aujourd'hui, mais qui a un tir à 3 points incroyable, qui est une vraie shooteuse et qui est vraiment une fille, moi, qui j'espère a eu quelques pépins physiques ces dernières années, et j'espère vraiment que cette année ça sera la bonne pour son explosion. Et puis le duo avec Berkani est très excitant sur le papier. Ouais, ça promet. De toute façon, à En tout cas, Villeneuve, c'est ils aiment bien le show, donc voilà, ça peut faire que du bien. C'est un club qui a eu du mal après son titre à confirmer un petit peu sa place par rapport à d'autres cadors, évidemment. C'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui sont arrivées entre deux, hein, je pense à Lyon évidemment. Mais voilà, ça reste un club ça reste un club historique et ça reste un club qui a une, voilà, c'est bête à dire, pardon, excusez-moi, c'est bête à dire, mais il y a vraiment une âme dans ce club, donc voilà,
je me fais pas trop de soucis pour Villeneuve, et c'est bien pour ce club de retrouver aussi l'Eurocup. Il y a de très bons souvenirs pour Villeneuve d'Ascq dans cette Eurocup, donc dans cette compétition. Donc voilà, il faut savoir que l'Eurocup, c'était le premier trophée historique du club. Hein. C'est pas le titre de championne de France. Villeneuve d'Ascq, le premier trophée qu'elles ont remporté, c'est l'Eurocup. Hein. Donc voilà, c'est des choses comme ça assez marrantes, quoi. On enchaîne avec la Roche-Vendée, et puis c'est qui mieux que Barbara pour se lancer sur la Roche-Vendée? La Roche-Vendée, je trouve que ça fait partie avec le Landerneau des clubs qui montent et qui bossent plutôt bien ces dernières saisons. Là, cette année, il y aura un petit peu de mouvement, puisqu'il y a des joueuses cadres qui partent. La joueuse vraiment cadre qui ne sera plus là, c'est Bernie Nguiza. J'avoue que personnellement, j'ai un peu du mal à imaginer La Roche sans elle, parce que c'est un profil de joueuse intérieure vraiment particulier. Et puis c'était aussi une personnalité qui a énormément marqué le club, qui lui a permis de grandir. Et comme le président en a déjà parlé, j'espère qu'elle acceptera que son maillot soit retiré, parce que si une joueuse de La Roche le mérite, c'est franchement elle. Parmi les départs aussi importants, il y a celui de Jasmine Bailey, qui était une attaquante super efficace sur ces 2 dernières saisons, qui a aussi beaucoup apporté au club. C'était un profil assez unique, donc qui sera remplacé difficilement. Parmi les autres départs, il y a aussi Uju Ugoka. Elle, c'était un petit peu compliqué de la garder parce qu'elle a eu des petits soucis au genou cette année. Sinon, elle avait été remplacée par Oumou Touré qui ne sera pas conservée. Sinon, Kendra Cherry qui a fait une belle saison en Vendée, qui elle partira à Basketland. Et aussi Natalia Farkasova qui était plus là pour faire le nombre et qui faisait partie du centre de formation du club, qui partira s'aguerrir en Ligue 2 à Montbrisson. Au niveau des joueuses qui restent, la capitaine Caroline Herriot, c'était super important pour La Roche qu'elle reste, parce que je parlais de Bernie qui était importante en leadership. Elle aussi, Caroline, c'est la capitaine, c'est l'âme du club, c'est un enfant du club. Donc c'était un élément très très important. Avec elle sur le poste 1, Océane Montpierre, qui s'est vraiment révélée depuis qu'elle est arrivée à La Roche, et qui donc entamera sa 3e saison en Vendée. Il y a aussi Clémentine Sanson et Soana Lucet qui ont aussi bien grandi avec le club. Soana Lucet qui avait eu des expériences en ligue passée qui avaient été un petit peu compliquées, et qui là s'est vraiment révélée comme une des joueuses intéressantes et importantes du championnat. Maria Lamont sera aussi toujours là pour apporter son expérience européenne à l'intérieur, sur le poste intérieur. Parmi les arrivées, Tiffany Clark, qui arrive d'Angers en Ligue 2, c'est une joueuse que le club suivait depuis un moment, qui pour moi ne devrait pas avoir de mal à passer le cap Ligue 2, Ligue féminine. Et un recrutement que j'aime beaucoup, c'est celui d'Ornella Bancolé. On la connaît depuis un moment, mais paradoxalement, elle n'a pas encore assez explosé. Et je pense que son arrivée à La Roche doit vraiment lui permettre de passer enfin ce cap, parce qu'elle aura un rôle qu'elle avait pas à Montpellier. C'est une joueuse qui a de belles qualités athlétiques, de belles qualités physiques, et je pense que ça peut être la très très bonne surprise de La Roche. Après, quand on parle de La Roche, c'est aussi un duo de coach. Je dis vraiment un duo parce que c'est un binôme qui fonctionne très bien. On a tendance à beaucoup parler des coachs principaux. Ici, c'est Manu Bodi qui est là depuis X années et qui est assisté de Jackie Moreau, qui a un rôle vraiment très important, qui a une expérience longue comme le bras, et qui profite beaucoup aux joueuses. C'est vrai que son rôle est peut-être pas assez souligné, mais c'est vraiment un binôme de coach hyper intéressant. Présentation très complète de la Roche-Vendée par Barbara. Est-ce que Vince, tu as des infos complémentaires? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à tout ça?
que dire après cette excellente présentation de ma collègue? Non, oui, après, voilà, La Roche-Vendée, c'est clairement un club qui est sur la pente ascendante et qui va donc essayer d'y rester. Après, effectivement, l'arrivée d'Ornella Bancolé est très importante à mon avis, et pour elle et pour le club, parce que c'est une joueuse qui va avoir fin de terrain et qui a les capacités vraiment de faire beaucoup de choses sur ce terrain. Donc c'est voilà. Et puis en plus, ça correspond un peu au style de l'équipe, donc ça me semble parfait. Tiffany Clark a été dominante en Ligue 2, mais on sait qu'il y a quand même un étage de différence et que c'est pas toujours évident à faire. Mais c'était un pari à tenter, donc il n'y a pas de raison. Et puis encore une fois, le duo de meneuses Caroline Herriot, Océane Montpierre, pareil sur le papier, c'est très très excitant parce que deux joueuses au style de jeu enflammé. Océane Montpierre, ça crosse énormément, ça va très très vite aussi, ça shoot très vite aussi. Donc et puis c'est une fille qui est clairement en pleine progression et qui a encore de belles choses à montrer cette année. Petite question justement à Barbara. On évoque Bernadette Ngoïssa. On dit que Bernadette pourrait continuer sa carrière. Est-ce que c'est alors elle quitte le club de La Roche, mais est-ce que c'est acté qu'elle arrête complètement de jouer au basket? Bah, elle l'a pas dit pour l'instant, elle s'est pas vraiment exprimée, mais je pense elle en a encore sous le pied, mais ça pourra être qu'une joueuse de complément. Elle pourra pas jouer 20 minutes par match. Déjà, par rapport à l'âge, c'est peut-être un petit peu moche de le dire, mais à un moment donné, on est forcément rattrapé par ça. Et puis comme c'est un physique aussi particulier, comme on n'en voit pas tellement dans le championnat, il faut aussi la gérer son temps de jeu. Après, pourquoi pas, je pense elle a beaucoup d'expérience à porter et ça pourrait être sympa de la revoir encore en Ligue. Bah oui. Le club qui la recruterait ferait, je pense, une bonne affaire. Donc elle a Tant encore sur le terrain qu'hors terrain. au Ça, moins c'est encore sûr. une année sur le terrain, quoi, pour Bernadette. Oui, dans un rôle de complément, je pense. À suivre. Vince, Jacques, est-ce que tu as un truc à rajouter ou pas? Parce qu'on va Non, passer moi, sinon à... moi, juste peut-être émettre quelques craintes en tout cas sur le secteur intérieur, parce que pour l'instant là il n'y a que Marie Lamont et Tiffany Clark, donc ça fait un peu, pour l'instant ça fait un peu light. Après je pense qu'ils vont recruter une dernière étrangère. Après voir aussi si Tiffany Clark arrive à s'adapter à l'élite, hein, parce que elle a été quand même très très longtemps dans l'antichambre de la Ligue féminine en Ligue 2. C'est une joueuse qui est vraiment cartonné en Ligue 2, donc maintenant à voir si elle va réussir à s'adapter à l'intensité en tout cas du championnat. Après, je pense que l'avantage pour elle, c'est qu'elle arrive dans un groupe qui a pas tant bougé que ça. Et quand on voit, par exemple, l'année dernière, des joueuses comme Ken Racheri ou Maria Lamont se sont hyper vite adaptées. Donc je pense que c'est un groupe qui vit bien. Pour le coup, c'est une expression qui colle vraiment bien à cette équipe. Donc je pense que pour l'intégration des nouvelles, ça peut bien se passer par rapport à ça. Il y aura pas de problème. C'est une joueuse que Manu Bodi suivait depuis plusieurs saisons, donc il connaît bien, il saura comment l'amener à passer ce cap. Donc j'ai pas trop de soucis. À la limite, peut-être la petite interrogation, ce serait plus comment elle va gérer le championnat en Ligue et l'Eurocup, parce que elle, pour le coup, elle aura deux caps à franchir. Et aussi, j'ai une question pour toi, Barbara. Euh, on m'a dit que Jasmine Bellé, en fait, voulait prolonger à La Roche, et donc ce serait le club qui aurait pas souhaité la prolonger, je pense, pas pour des raisons financières, hein. Mais est-ce que tu as eu des infos dessus ou pas? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'avait dit le président dans West France, c'est que le problème, c'est que financièrement, c'était Mhm. compliqué de partir avec 8-9 pros et qu'il fallait faire des choix. Et c'était plus logique par rapport au profil de l'équipe de miser sur le recrutement d'une intérieure étrangère. Après, j'imagine que le club se donne le temps, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le recrutement cette année est vraiment particulier, et je pense qu'il y aura des super coups à faire, donc ils n'ont pas besoin de se presser, ils ont une joueuse encore à recruter, donc ils peuvent prendre le temps. Mhm.
très complet, en tout cas sur la Roche-Vendée. Merci à tous les quatre, hein. Fort intéressant. Euh, on va enchaîner avec Vince pour Charleville-Mézières, du coup, qui est juste au-dessus au classement, juste au-dessus de la Roche. Alors, Charleville, c'est un cas intéressant parce que ça fait quelques années maintenant qu'ils se sont installés dans le très très haut du panier de la Ligue féminine. Et cette année, ça a un petit peu pioché. Donc voilà, la saison 2019-2020 n'a pas été évidente. Donc sans surprise, il y a pas mal de mouvements au sein de l'effectif. Alors étrangement, c'est un des rares clubs qui n'a pas du tout communiqué pour l'instant sur son recrutement. Mais même s'il y a il y a des informations qui ont filtré à droite à gauche, notamment sur Bibasket, donc sur le recrutement de Charleville. Mais il y a quand même cette position un peu attentiste au sein du club qui observe un peu la situation et qui regarde, mais évidemment en avançant sur la composition de l'équipe. Alors, on peut déjà dire que le secteur intérieur est quasiment au complet, voire même au complet, je pense, puisque Evelyne Akator et Andy Millem sont toujours là, et auquel il faut ajouter le duo de Villeneuve, Christelle Diallo et Marie Diop. Donc c'est quand même une raquette intéressante sur le papier, rompue au joutes de la LFB, sur lequel il y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Autre arrivée de marque, c'est celle de Tima Pouille, qui arrive de Tarbes donc, qui pareil sort de quelques belles saisons à Tarbes et qui avait sans doute besoin d'un nouveau challenge et de voir un petit peu autre chose dans un club avec peut-être de plus grandes ambitions, on va dire. Et après, au niveau des restantes, évidemment, l'emblématique Amel Boudera sera toujours là pour driver le tout. Et la Belge Kim Mesdag dans l'aile, qui sera aussi, ça n'en pas douter, un pion majeur de l'effectif, encore une fois. Belle présentation. Qui veut réagir sur Charleville? Après, moi, je trouve que Charleville, c'est une équipe qui ronronne un petit peu depuis quelques temps. Après, je sais pas à quel point ça a pu jouer les défaites en Coupe de France, le fait qu'il n'y ait pas de titre. Je pense que peut-être que mentalement, il y a eu des difficultés par rapport à ça. Et puis, il y a les autres clubs à côté qui poussent et peut-être eux ont eu du mal à prendre des risques ou à se réinventer parce qu'on voit le recrutement est assez classique pour l'instant et pas il n'y a pas vraiment de risques qui ont été pris. Après, je pense que Charleville, ça fait 2 saisons où ils ont un peu la même, ils font un peu le même parcours. C'est assez compliqué au début et au final, ils montent en puissance et là, je pense qu'ils étaient sur une belle série de victoires. Ils étaient quand même remontés dans le haut du tableau après un début de saison qui était assez presque catastrophique, hein, parce qu'ils avaient perdu à Nantes, il me semble, à Charnay aussi. Donc c'était assez compliqué. Moi, je pense que 5 joueuses qui restent, dans 4 joueuses qui restent, c'est pas mal et je pense que ça va leur permettre aussi d'avoir un peu de continuité parce que ces derniers temps, il y a quand même pas mal de mouvements. Ouais, moi j'aime bien le travail qui est fait à Charleville depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Quand on arrive à dénicher des joueuses, bon, déjà Andy Miem, quand même, faire venir Andy Miem à Charleville de Bourges, je crois qu'elle était à Bourges hein, à ce moment-là. Non, elle était à Montpellier, il me semble, quand elle est Montpellier. arrivée. Quand elle est arrivée. Donc voilà, enfin, je pense que le club a, de toute manière, le club a passé un cap quand ils ont disputé l'Euroleague il y a quelques mois maintenant, enfin l'année dernière, il me semble. Et voilà, c'est un club qui est amené encore à grandir, et au fur et à mesure, on sent que voilà, les joueuses, plus naturellement, n'hésitent pas à dire oui tout de suite à une équipe comme Charleville. Charleville qui est toujours entraîné par le même coach depuis des années, toujours mené par la même super joueuse que j'adore, Amel Boudera. Voilà, il y a un public extraordinaire, évidemment. Donc voilà, c'est un club qui continue à grappiller un petit peu son retard sur Bourges. Voilà, mais ça va prendre un peu de temps. Mais je peux vous dire que l'année prochaine, il faudra compter encore une fois sur Charleville. C'est vrai, je rejoins Jacques et puis un peu les analyses depuis tout à l'heure. C'est vrai que le club, j'ai pas compris vraiment le début de saison de Charleville. Je sais pas ce qui s'est passé pour que il y ait une telle début de catastrophe comme ça. Mais on a vu que sur les 3 derniers mois avant la coupure, on a vu que c'était une équipe qui pouvait être un vrai poil à gratter en play-off.
Après, je pense que leur début de saison aussi est lié aussi à leurs étrangères, hein. Il y avait Nadia Colado aussi qui a fait quelques matchs et qui au final était blessée. Bon, enfin, c'était assez compliqué en tout cas en termes de compétitivité pour elle. Et aussi quelque chose que j'ai pas trop compris, c'est Katilou Samuelson qui a quitté le club assez rapidement. Alors, on l'a annoncé blessé et au final, on n'a pas trop eu de nouvelles Oui. de la joueuse. Donc ça, je comprends pas trop. Je sais pas si quelqu'un a des infos dessus, mais en tout cas, c'est assez bizarre, je trouve, la manière dont elle est partie. Ouais, je crois que le coach était pas très content. C'est ce que j'avais pu lire Ouais. à l'époque. Mais ouais, en plus, c'était une joueuse, un gabarit d'intérieur Ouais. et en poste 3, donc forcément, ça court pas les rues. Donc, ouais, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Le club n'a pas trop dit vraiment Bon, ce après, qui s'est ils, passé sous les ils coulisses. avaient réussi à bien rebondir avec Shea Kelly quand même, qui était Hmm. aussi une bonne pioche, je pense. Alors après, en termes de départ, il y a pas mal d'arrivées, mais c'est vrai qu'en termes de départ, il y a quand même des gros départs hein, à Mhm. Charleville. Sarah Chevaujon qui a peut-être qui explose depuis ces derniers mois vraiment au plus haut niveau, qui revient, on peut dire même à son meilleur niveau, hein, parce que Sarah c'est quand même une joueuse chez les jeunes qui était très au-dessus de la moyenne. Jenny Diawara qui retourne à Vinod Dask évidemment. Il me semble que Georgia Sotana ne va pas rester également Mhm. à Charleville. Sotana pourrait rester dans le championnat de France. Alors ça, je sais pas encore où, mais voilà, c'est une info que j'ai eue il y a pas très longtemps. Donc voilà, à suivre. Giorgia Sotana, joueuse italienne de 31 ans, peut-être. Enfin, c'est une joueuse, c'est une super joueuse. Vraiment, elle sait tout faire. Elle est formidable et puis voilà, elle peut jouer poste 1, poste 2, donc voilà, c'est une super joueuse. Pour enchaîner et pour tenir un peu la deadline, en tout cas le temps qu'on s'était imparti pour cet épisode, on va passer à Landerneau qui du coup est aussi un des clubs les plus analysés par Barbara, euh, qui a le plaisir de nous présenter Landerneau ce soir. Ouais, Landerneau du formidable département du 29. En fait, Landerneau, je les vois un petit peu comme les petites sœurs de La Roche-Vendée. En fait, c'est comme La Roche, mais avec un an de retard. C'est un club qui bosse vraiment super bien, qui est bien coaché avec Stéphane Leitch, qui je pense est vraiment un des coachs à suivre, jeune coach qui doit avoir 33 ou 34 ans, donc il fait partie de cette nouvelle génération. Et Landerneau, c'est aussi un atout avec sa salle de la cimenterie. C'est vraiment un enfer pas possible d'aller jouer là-bas. Il y a une vraie culture basket dans la ville, dans la région. Surtout que le basket masculin est en chute libre, donc du coup ça s'est aussi un peu reporté là-dessus. Elles ont réalisé, avant que la saison s'arrête, un exercice vraiment très bon, un petit peu sur la dynamique de la saison précédente. Elles avaient des joueuses qui sont bien révélées, comme Ezine Kalou, qui a été vraiment une des très belles surprises de la saison, donc qui sera toujours là cette année. Parmi les joueuses qui restent aussi Virginie Brémond, donc qui une joueuse d'expérience, Marie Butard qui est un petit peu l'identité du club et qui fait partie de ces joueuses qui vont pas être forcément les plus flashy mais qui sont hyper importantes pour l'équilibre d'un groupe. Myriam Djekundan sera toujours là aussi, Elodie Nègre également. Parmi les arrivées, un recrutement un petit peu européen avec Gabriela Marginean et Luisa Geisel-Zoder. J'espère que je prononce bien le nom. Après, c'est aussi intéressant d'avoir ce recrutement européen puisqu'elles vont jouer l'Eurocup pour la première fois de leur histoire. Donc c'est un petit peu pas mal pour éventuellement jouer le coup, faire 2-3 coups cette saison. Sinon, parmi les départs, les joueuses qui ne seront plus là, Hélène Jakovljevic qui partira en Ligue 2 à Toulouse, Taylor Wurz qui sera plus là, Ashley Brunner non plus, Mariam Koulibaly. Donc pour l'instant, le recrutement me semble plutôt intelligent. Faudra voir ce que ça va donner. Il n'est pas encore fini, donc je me fais pas trop de soucis pour Landerneau.
vu qu'ils ont gardé une base solide. Après, c'est comme La Roche l'année dernière, il faudra voir comment elles vont gérer les deux compétitions, s'il n'y a pas un trou physique au moment de la saison avec l'enchaînement. Mais je me fais pas trop de soucis pour elles. Quelqu'un veut réagir sur Landerneau ou est-ce que tout est dit? Ce qu'a dit Barbara, moi c'est vrai que je rejoins Barbara, c'est vraiment un club très attachant Landerneau. Et alors, cette salle, c'est un vrai chaud nom. Enfin, c'est des fous là-bas. Hein. C'est vraiment des fous. Je peux vous dire. Excuse-moi, mais je pense que t'étais à l'Open de l'année dernière. Les supporters les plus tarés, c'était ceux de Landerneau. Ils étaient à Donf. Mais c'est bien d'avoir ce type de public-là. Voilà, c'est une petite ville, hein, donc forcément les gens ils parlent que de ça. Je connais très bien par ici avec Aulnois, voilà, ça ne parle que de ça. Les filles elles sont bichonnées, c'est des vrais stars là-bas. Tout le monde, tous les bénévoles les chouchoutes au maximum. Donc c'est vraiment touchant de voir un club comme ça grandir au fur et à mesure. Et puis le coach c'est un super coach, hein, Landerneau qui arrive à garder un coach comme ça, voilà, je pense que c'est tout bénef pour grandir au fur et à mesure. Je suis content de voir Gabriela Margiana revenir dans le championnat de France. Elle a joué à Arras notamment. C'est une super joueuse hongroise, roumaine pardon. Donc voilà, c'est bien d'arriver à dénicher une telle joueuse. Après pour l'allemande, je la connais pas. Je crois qu'elle est très très jeune. Donc voilà. Enfin, encore une fois, c'est un club qui je pense sera toujours dans ces 6 premiers l'année prochaine parce que c'est un club en devenir quoi. Ouais. Vraiment. Est-ce que la comparaison de Landerneau peut être faite avec le Portel en termes d'ambiance de salle et de chaudron? Oui, totalement. Ah oui, bah là tu trouves le bon exemple là. Ah oui. Bah je pense que cette année Landerneau a battu Bourges, ou c'était l'année dernière qu'ils ont battu Bourges. Dans leur salle, ils ont battu Montpellier également dans leur salle. Ils ont battu Lyon dans leur salle. Donc voilà, enfin tous les gros sont tombés là-bas. Hein. D'ailleurs, je pense que si on fait un sondage parmi les joueuses et les coachs, je pense que parmi les salles où c'est le plus compliqué d'aller jouer, je serais pas étonné que ce soit la salle la plus compliquée. Ouais, c'est vrai. Très bien, si on a fait le tour sur Landerneau, on va passer au Basketland. Basketland, du coup, qui est quatrième, de toute façon quatrième ex-aequo avec Landerneau et puis Charleville, 25 points après 16 journées. Mais c'est Basketland qui était classé quatrième. Et du coup, qui veut se lancer sur Basketland? Là, j'ai pas de personne à recommander, mais qui on n'a pas entendu depuis longtemps? Jacques, si tu veux te lancer. Bah, de toute façon, on l'a pas entendu non plus. Hein. Vincent, c'est vrai. Vincent? Vincent, il va arriver après. Allez, sans problème. Moi, j'attendais sur Landerneau la prononciation de Louisa Geisel-Zoder par Étienne, mais bon, apparemment, il faut attendre encore un peu. Je me suis pas mouillé. Donc tant pis. C'est pas Geisel-Zoder? Si, c'est ça, mais bon, après, moi, la prononciation allemande et moi, ça fait 2, donc c'est pour ça que je me réfère aux spécialistes. Et en plus, il se moque. Ah là là, c'est pas beau ça. Vas-y, Vince. Donc, puisque c'est comme ça, effectivement, je me lance sur Basketland. Basketland, on va commencer par ça, parce que c'est sans doute le transfert LFB de ce début de marché. C'est le retour de Valerian Vukosavljevic en LFB à Basketland, donc, alors qu'on aurait peut-être pu l'attendre chez les Cadors, style Bourges ou Lasvel. Et c'est un retour qui a surpris un petit peu, mais qui a du sens, parce que Basketland, c'est encore une équipe qui a fait une très belle saison l'année dernière, encore le Sud-Ouest, donc il y a une vraie tradition de basket là-bas, et puis l'effectif s'annonce très alléchant sur le papier, notamment avec l'arrivée de Vukosavljevic. Il y a beaucoup de joueuses qui restent. Et là encore, c'est une base de joueuses très intéressante avec Anna Suarez, Marie-Ève Paget et Céline Dumerc sur le backcourt. On peut rajouter aussi Lydia Tursinovic. Donc ça fait quand même des joueuses intéressantes qui en plus étaient là l'année dernière. Donc il y aura déjà des bases propres pour la saison prochaine. Le duo Miranda Hayim-Abigail qu'on ne présente plus aussi en LFB. Et puis l'arrivée de Kendra Chiri.
qui est aussi un des plus gros potentiels du basket français, peut-être le plus gros potentiel physique qu'on n'a jamais vu dans le basket français, et qui sera aussi intéressant de suivre dans ce milieu-là. On peut ajouter aussi l'arrivée de Siga Sida Adega, qui est aussi de cette génération 2002, qui sort du Pôle France cette année, et qui peut-être aura un peu de mal à prendre un peu de temps de jeu en début de saison, mais qui pourra beaucoup apprendre aux côtés de ses collègues dans le secteur intérieur. Ouais, c'est une équipe qui est très complète, quoi. Enfin, clairement, c'est un club là qui pour l'instant réalise vraiment un très très bon mercato. Faire revenir Valériane, c'est quand même d'où elle vient en plus, hein. Elle vient de Prague, qui est quand même sans doute dans le top 3 européen des clubs aujourd'hui. Franchement, chapeau à toute l'équipe, à Marie-Laure Lafargue et à toute la direction de Basketland d'avoir fait revenir Valériane. Et surtout, pour Valériane, elle a signé 3 ans. Et 3 ans, oui, c'est vrai, tu fais bien de me rappeler ça. Bon, ça pousse quelques joueuses dehors, malheureusement, hein. Romana Ejdovan ne va pas rester à Basketland, mais ça fait partie, voilà, ça fait du bien de voir des joueuses françaises revenir en France. On a vu l'année dernière, Isa Yacoubou est revenue en France, Valériane qui revient cette année. On garde aussi les meilleures joueuses françaises dans le championnat français. Bien sûr, Céline Dumerc. Céline Dumerc, je sais. Elle repart pour un an, hein, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, elle l'a dit. Ouais. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc voilà, c'est tout bénef pour ce club-là. Hein. Puis pareil, le public est formidable là-bas. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour l'année prochaine pour que Basketland puisse se mêler à la bataille pour les 3 premières places, voire les 2 premières. Hein. Carrément. Ah oui, franchement, oui, bien sûr. Ouais, parce que sur le papier, le recrutement est hyper excitant. Le jeu peut être hyper séduisant. Et puis c'est une équipe qui sera encore une fois bien coachée. Parce que c'est vrai, on parle des bonnes joueuses, mais c'est vrai qu'en championnat de France, il y a aussi énormément de bons coachs. Et je voudrais juste me revenir sur Kendra Cherry. C'est vrai que moi, c'est une joueuse que j'adore aussi. Et Vince, tu disais que c'était peut-être un des plus gros potentiels physiques du championnat de France. Je pense que tu n'as pas assez vu jouer Aminata Gueye. Retiens bien ce nom, tu vois. En termes de potentiel physique, c'est pas mal aussi. C'est une joueuse de 2002. Elle joue où À Mondeville. À Mondeville. Ah, je l'ai pas vu cette année. D'accord. Bon, en tout cas, ça promet de la bagarre dans le top 4 l'année prochaine. Ouais. Et du coup, si pour vous c'est OK sur Basketland, on va aller faire un petit tour du côté de Montpellier, Latte Montpellier. Du coup, qui veut se lancer sur Latte Montpellier? Il y a eu du mouvement, hein, il y a eu des arrivées, il y a eu des départs, il y a eu de tout. Du coup, il y a de quoi dire sur Latte Montpellier. Ouais. Alors moi, je veux bien le lancer. Déjà, je vais commencer par l'arrivée de lui allemand. Moi, franchement, c'est une de mes joueuses préférées en Ligue féminine. C'est un recrutement franchement top du top. À la main, c'est difficile de faire mieux. Parmi les autres arrivées, Anna Dabovic aussi, une joueuse hyper référencée. Anna Maria Philippe aussi. Je pense que les recrutements de Mamie Mbouyamba, ça peut être intéressant aussi en termes de joueuses de complément. Nabala Fofana, je pense qu'elle sera surtout là pour apprendre parce que ça sera compliqué pour elle, je pense, d'avoir du temps de jeu. Après, les recrutements des étrangères sont prometteurs, comme Asia Dur ou alors Niakofé, c'est pas mal, mais on sait peut-être moins ce qu'elles pourront donner, même si en termes de niveau, bien sûr, il est là. Mais en termes d'adaptation avec la Ligue, c'est peut-être plus là qu'est l'interrogation. Sinon, au niveau des départs, Alix Duché, c'est dommage. Bon, ça a été plutôt bien remplacé. Samantha Whitcomb ne sera plus là non plus. Shea Pelly non plus. Gabi Williams, on a parlé aussi d'Ornella Mancollet qui est partie à La Roche, ou Laetitia Kamba qui a pris sa retraite sportive. Stéphanie
Mavunga ne sera plus là non plus. Après, c'est vrai que l'interrogation sur les étrangères vient aussi du fait qu'on sait le niveau et les joueuses que LAT Montpellier perdent. Donc c'est aussi par rapport à cette comparaison qu'on peut éventuellement se poser des questions sur est-ce que le niveau sera équivalent ou pas. Moi, c'est plus là que j'aurais une interrogation sur l'équipe de LAT pour l'année prochaine. Et précision pour Julie Allemand, parce que tu en parlais tout à l'heure, draftée en WNBA par le Fever d'Indiana également. Hein. Donc semaine dernière, elle a été appelée par Indiana pendant la draft virtuelle. Enfin, virtuelle. Non. Draft à distance. Elle a été draftée il y a en 2015, il me semble, Julie Allemand. Oui, puisqu'elle est un peu vieille pour la draft maintenant, Julie Allemand, sans vouloir être... 3 ans. Entre guillemets, évidemment. En 2015, et là, elle a été appelée pour le training camp, il me semble. Ouais, c'était en 2016, c'était même en 2016 même, autant pour moi. 33e position en 2016. Effectivement. Il y a quelques interrogations sur cette équipe de LAT Montpellier quand même, notamment sur le secteur intérieur qui, moi, me fait un petit peu peur. On sait que Marie-Michèle Miliapi ne sera pas opérationnelle en début de saison. Après, bon, il y a le retour d'Anna-Maria Philippe qui est intéressant, mais par contre, il y a une puissance de feu sur les lignes extérieures, sur les lignes arrières, qui est quand même assez impressionnante. Le trio allemand Dabovic, c'est quand même quelque chose, même si voilà, on sait qu'Anna Dabovic, ce n'est plus Anna Dabovic MVP de l'Euro 2015, mais elle est quand même capable de fulgurance assez impressionnante. Et Jader, c'est un potentiel très très intéressant. Sa première saison WNBA a été un peu compliquée à cause des blessures, mais elle est capable de faire beaucoup de choses offensivement. Et puis Julie Allemand, évidemment, on ne la présente plus. Et elle va faire un tandem avec Roman Berniès, hyper complémentaire d'abord, et surtout très intéressant. Après, le duo Chia-Chuang-Kofi entre les postes 3 et 4 est aussi intéressant, mais voilà, moi, s'il y a un petit problème entre guillemets à déceler dans l'effectif de Montpellier, c'est clairement au niveau de la raquette. Peut-être une joueuse d'expérience en plus, peut-être au poste 4-5, peut-être en plus. Bon, après, je sais pas si elles ont forcément de la place pour ajouter quoi. Elles sont 11 parce que India Farsi va aussi passer pro, donc Thibaut Petit voulait 11 joueuses pour cette saison, donc elles seront 11 avec la jeune meneuse. Ouais. Et après aussi, il faut aussi dire que Maybe Mouyamba, c'est dur à dire, Marie-Bernadette Mouyamba sort aussi de blessure, Milapi sort de blessure aussi, donc c'est vrai que ça fait beaucoup, je pense, pour le secteur intérieur. Et Nia Kofi, je pense qu'elle a un profil un peu plus une 3-4 comme Chia-Chuang, et vraiment je rejoins aussi Vincent là-dessus. Je pense que ça va être vraiment compliqué en tout cas pour le secteur intérieur. Il y a quand même un déséquilibre entre le secteur intérieur et le secteur extérieur qui vraiment lui est monstrueux. Et je pense aussi que le fait de perdre Stéphanie Mavunga aussi je pense va laisser un grand vide aussi dans la raquette. Ah ouais, c'est difficile de remplacer une telle joueuse. Hein. Je crois que cette année, Mavunga, elle était sur le point d'être MVP de la saison. Même en Euroleague, elle a fait des matchs assez fous. Il me semble qu'elle va rejoindre un des top 3 d'Euroleague, c'est ce qu'a dit Edwige Lawson lorsqu'elle a présenté un peu l'effectif. Donc voilà, c'est pas étonnant. Mais ouais, c'est vrai que remplacer Mavunga, tu veux la remplacer par Mouyamba, non, c'est pas l'objet. Je pense qu'il y a un changement de stratégie peut-être pour Thibaut Petit, de nous faire une Houston Rockets, hein, c'est-à-dire une base arrière monstrueuse, et puis après on verra quoi. Donc non, j'exagère un peu toujours, hein. Mais voilà, je pense que là c'est vrai que la base arrière est quand même assez folle, donc ça promet. Puis, alors Nia Kofi, je connaissais pas du tout, mais alors j'ai vu des highlights de cette joueuse, c'est waouh, ça vole, ça bâche très très fort, donc à suivre. Pour confirmer le parallèle avec Houston, Eji Ader est une gauchère, voilà. avec James Harden. Bon après j'espère qu'elle est un peu moins gloutonne, mais
Et donc effectivement, disons que le scoring, la majorité du scoring devrait venir de là quand même à l'AT Montpellier. Ouais. Mm. Puis Tchachong est toujours là, donc Berniès, voilà, c'est une soldat, donc forcément va apporter énormément. Et India Farsi, Edwige Johnson en a beaucoup parlé dans sa présentation. Donc voilà, c'est découverte, donc à suivre également. Donc voilà, encore une fois, c'est des jeunes pousses qui arrivent à se montrer dans des clubs comme l'AT Montpellier, donc c'est pas rien. Donc à suivre. Il nous reste deux clubs pour boucler ce récap des rosters et des transferts départ arrivés. Il nous reste évidemment Bourges et LDLC Asvel féminin, du coup, qui occupait la première place du classement. Qui veut entamer Bourges avant de finir par le champion en titre? Allez, hein, si personne se lance. Bourges, je pense que ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements en tout cas. Seulement 3 départs, hein. Alexa Dibier, qui donc on l'a dit va rejoindre le Hainaut. Anna Nabovic aussi qui va rejoindre Montpellier. Et la jeune Jade Alaoui qui sortait de sa première saison pro. C'était assez compliqué pour elle. Donc 3 joueuses, bon à part Anna Nabovic qui ont un peu déçu. Enfin, en tout cas je pense surtout pour Alexa Dubier et pour Jade Alaoui, qu'on attendait peut-être un cran au-dessus en tout cas. Mais en tout cas, en termes de recrues, je pense que c'est assez impressionnant parce que je pense que les départs seront largement comblés. Alex Duché qui arrive à la Maine de Montpellier, qui va former un duo assez prometteur avec Eline Eldebrink. Magali Mendy surtout qui arrive d'Espagne, hein, qui était l'une des meilleures françaises de Euroleague cette saison. Et aussi donc Laetitia Guapo, on l'a dit tout à l'heure, qui arrive de Charnay, qui est une joueuse qui est très rapide, hein. Je pense que on peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'est la joueuse la plus rapide du championnat. Donc je pense que vraiment les départs sont largement comblés par les arrivées et je pense que vraiment cette équipe est très intéressante. Alors le secteur intérieur où on a vraiment aussi le choc des générations, on a donc les jeunes Rupert et Charteau qui sont même plus jeunes maintenant, hein, parce qu'elles sont vraiment elles ont engrangé beaucoup d'expérience ces dernières saisons, avec Isabelle Yacoubou qui reste. Donc je pense que ça sera vraiment le facteur X, savoir si Isabelle Yacoubou pourra tenir sa place. On sait que cette saison c'était très compliqué en termes de physique, en termes de blessures, mais je pense qu'avec une Isabelle Yacoubou qui arrive, enfin, qui revient en tout cas au top de sa forme, je pense que ça peut vraiment faire très très mal. Voilà. Pareil, moi j'ai la même interrogation que toi pour Bourges. Je pense que comme tu dis, ce sera le facteur X de savoir si Isa Yacoubou pourra tenir sa place. Après pour Iliana, je pense il y a pas de problème. Elle passera encore facilement des caps. Faut rappeler que là il y a quelques jours, elle a été élue meilleure jeune de l'Euroleague et je pense que c'est qu'un début. Parce elle évolue super bien et du coup c'est vrai que l'avantage c'est que si Isa Yacoubou doit être ménagée ou gérée au niveau de son temps de jeu, ça lui donnera encore plus de responsabilités et je pense que s'il y en a une dans l'équipe qui peut vraiment les assumer, c'est bien Iliana. Alors, on parlait de base arrière à Montpellier, là c'est pas mal du tout aussi à Bourges, hein. Là où on voit un petit peu de différence par rapport à l'AT Montpellier, c'est qu'à l'intérieur, il y a un peu plus d'expérience, donc, et même un peu de fougue avec Iliana, évidemment. Mais quand on regarde la base arrière qui vient d'arriver, là, Alix Duché, Magali Mendy, Laetitia Gapo, plus on a Eline Endebrick, Sarah Michel, bien sûr, Pauline Astier, qui est une jeune pousse qui marche bien chez les jeunes et qui a fait quelques apparitions cette année. Donc, Bourges, encore une fois, hein, c'est une équipe en plus, c'est une équipe qui, globalement, dans son recrutement, a été très vite. Pour Alix Duché, notamment, ça a été très vite. Pour Mendy également, Gapo aussi. Donc, voilà, ils ont été ultra rapides pour vite arrêter son recrutement et penser déjà à l'année prochaine, quoi. Et après aussi, je pense que c'est l'une des grosses écuries qui va aussi miser sur la continuité. Parce que quand même seulement 3 départs, il conserve quand même 7 joueuses. Donc je pense que pour la saison prochaine, c'est vraiment pas mal.
Ouais, très clairement, il y a beaucoup de matos quand même dans cette équipe. Effectivement, Isabelle Yacoubou détient une bonne partie, je pense, du futur de cette équipe en LFB et en Euroleague. Parce qu'on connaît tous la qualité d'Isa Yacoubou, il y a aucun problème là-dessus. Après, voilà, sa saison dernière a été difficile. On sait que sa santé reste un point d'interrogation tant que la saison n'aura pas repris. Donc, mais si Isabelle Yacoubou retrouve euh, allez, on va peut-être pas dire son niveau d'antan, parce qu'elle ne le retrouvera sans doute jamais, mais au moins un niveau intéressant. Le quatuor Rupert Chartreau, Yacoubou, Godin, sur le papier, on fait difficilement mieux. Peut-être un petit peu à Lyon, on verra juste après, mais c'est quand même très fort et très complémentaire. Donc voilà, après, pour ma part, plaisir de revoir Magali Mendy en LFB, parce que c'est une joueuse qui est passée sous les radars pendant de très très Ouais, trop nombreuses années, et enfin de l'avoir dans une équipe hyper exposée en Euroleague, une équipe française, c'est très bien de l'avoir chez nous dans une équipe comme ça. Et d'ailleurs, Mhm. je pense que, enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, mais le fait que Magali Mendy signe à Bourges, donc l'équipe d'Olivier Lafargue, est-ce que ça peut lui ouvrir les portes aussi d'équipe de France, parce qu'on sait que c'est compliqué pour elle, Bah, l'équipe de France, hein, l'équipe de France, hein. Bah, je pense que moi, le niveau est là, mais son souci, c'est qu'elle ne représente pas forcément l'avenir. Donc après, ça dépend de la direction que Valérie Garnier veut aussi donner à l'équipe. Parce que est-ce que tu prépares l'avenir? Est-ce que tu rajeunis pas ton équipe? Ou est-ce que tu joues plutôt avec les joueuses qui sont dans la forme du moment? Après, je me dis que vu la configuration de l'année prochaine où il va falloir enchaîner Euro et JO, il y aura peut-être un coup à jouer parce que les équipes sur les deux compètes seront peut-être différentes. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que l'année prochaine, clairement, l'euro sera un petit peu, on va dire, ça sera pas un euro comme les autres, quoi, hein, clairement. Je pense que les meilleures équipes vont envoyer, enfin, les équipes qualifiées pour les JO vont forcément envoyer une équipe large. Peut-être même peut-être un ou deux cadres de la première équipe va venir encadrer un peu dans cet euro, mais voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur cet euro, effectivement. Barbara, tu fais bien d'en parler. C'est pour ça que voilà, Mendy a toutes ses chances, comme Laetitia Gapo d'ailleurs. Alix Duché, j'espère que ses soucis de blessure sont derrière elle. Voilà, donc à suivre, effectivement. Et puis, on n'a pas encore parlé, enfin si, on en a parlé un petit peu, mais Alexia Chartreau, elle a fait une saison monstrueuse. Et le fait que Bourges ait pu garder encore une fois Alexia, voilà, ça montre qu'elle est très attachée au club. Et Alexia plus Iliana ensemble, bah, ça rappelle des souvenirs, je pense, à Barbara, puisque ils sont de Coulennes, hein, il me semble, hein, ils ont été formés Ouais, ensemble. c'est ça, elles ont joué ensemble, donc C'est fou de les voir ensemble sur le même maillot, et bien et sûr. puis je pense que non seulement à Bourges, mais aussi en équipe de France, on les verra ensemble pendant de très très longues années. Ouais, Ouais. j'allais Mais dire, là, on on est tient le con- duo. Ouais, ah ouais, vas-y. on est content d'avoir ce duo-là pour la suite, quoi. Allez, pour les 15 prochaines années même. Minimum. Voire même avec Alix, hein, parce que Alix Duché, c'est pareil, elle est très jeune. Voilà, on a quand même des super joueuses sur le côté, quoi. J'ai l'impression que vous avez fait le tour. Ouais. On a été compris, on a même dévié un petit peu. Non, là, il faut Ouais, qu'on parle de Lyon en plus, donc on se prépare là. Bah, surtout que je ne sais plus à qui donner la parole, parce que là, on a fait toutes les équipes, on en a fait 11, il en reste une, et alors là, mais comme nous sommes sur le basket féminin, je pense que je vais donner l'honneur à Barbara pour terminer ses présentations et finir en beauté avec le champion en titre. En plus, il y a une des joueuses vraiment que j'adore le plus qui a signé à Lyon, c'est Marine Fotoux. C'est un potentiel mais phénoménal. On l'a un petit peu vu sur le dernier Euro. C'est une meneuse qui, à son âge, a déjà une vision de jeu mais fantastique. Elle a aussi, ce qui est assez rare, c'est le vice sur le terrain, mais de façon positive.
Donc c'est une joueuse qui n'aura pas de mal à assumer les responsabilités cette année. Après, par contre, on pourra pas demander en début de saison au duo Tancret-Fautou le même rendement que le duo allemand Tancret l'année dernière. Faudra être un petit peu patiente avec elle. Sinon, parmi les autres arrivées, Sarah Chevaujon qui revient au club par la grande porte. Sinon, Nayorenko qu'on ne présente plus, ça c'est vraiment un top recrutement sans risque. Je sais que l'adaptation ça va être nickel, qu'elle va assurer sur tous les tableaux. Après, Alexandra Schrenkadik, j'espère que j'ai un peu de mal à le prononcer, donc j'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Pareil, un potentiel Vince, très intéressant. C'est quoi le nom, Vince? Alexandra Kurvendakic. Oh, j'étais pas si loin. Donc voilà, donc T'es meilleur dans les prononciations des pays de l'Est quand même. Ouais, parce que moi j'ai fait serbe en deuxième langue. Non, c'est ça pas doit vrai, être, ça doit c'est pas vrai du tout, mais ça fait bien de le dire comme ça, je pense. Donc c'est un recrutement qui est plutôt pas mal avec une base hyper intéressante qui est restée. Ingrid Tancret, Marine Johannes, formidable joueuse que l'on sait. Après, il y a peut-être juste une interrogation sur Alicia Clark. On ne sait pas encore si elle restera. Je pense que pour l'équilibre de l'équipe, ce serait important, intéressant qu'elle puisse être re-signée. Michel Plouffe qui sera toujours là, Elena Siag, Mariam Badiam dans la raquette, donc c'est plutôt solide, costaud. Parmi les départs, le plus impactant, je pense que c'est Julie Allemand, même si Marine Foto a un super potentiel. Sinon, Pauline Salagna qui a pris sa retraite sportive, mais qui sera toujours au club en tant que directrice sportive, donc elle sera toujours là accompagner ses coéquipières, mais d'une façon différente. Valeria Bereziska qui est arrivée en cours de saison, donc ça c'est un départ presque anecdotique, j'ai envie de dire. Et Clarissa Dos Santos, qui je pense pour elle c'était un peu compliqué pour le club, je pense, de la garder, parce qu'elle a eu pas mal de pépins physiques. Donc au final, le recrutement était plutôt bien géré. Je pense que sur la physionomie de l'équipe, le secteur intérieur me semble vraiment très très costaud. Après, il faudra juste que sur la ligne arrière, prendre du temps pour que les responsabilités se répartissent un petit peu entre les joueuses. Et une fois que ça aura été fait, ça sera la voie royale, j'ai envie de dire. Alors, une info très importante sur Alicia Clark, puisque le site Eurobasket, qui est quand même un site assez référencé en Europe, a annoncé donc mardi 21 avril, que Alicia Clark avait re-signé pour 1 an à Lyon. Donc, après, il me semble pas que le club a encore communiqué, mais j'imagine que s'ils peuvent la garder, ça franchement plutôt pas mal. Ouais, c'est surprenant de les voir communiquer comme ça avant le club officiellement, mais voilà, bon, ils ont peut-être plus d'infos en ce moment. Donc, si c'est le cas, c'est tout bénef pour Lyon évidemment d'avoir une telle joueuse en plus. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, Lyon va nous offrir encore des sacrés matchs l'année prochaine, et ça promet vraiment avec Lyon. Le poste 3 est quand même monstrueux, je trouve. Alicia Clark et Vendakic, deux joueuses qui sont vraiment de calibre incroyable, je trouve. Et ça me paraît même surréaliste d'avoir deux joueuses aussi talentueuses qui vont devoir donc du coup se partager leur temps de jeu. Après, je trouve que ce qui est intéressant chez Lyon, c'est que les joueuses sont encore relativement jeunes. Il n'y a pas trop de joueuses âgées entre guillemets, donc je pense que il y a un potentiel de progression parmi les grosses équipes qui est peut-être plus important que dans d'autres équipes.
Et Kervin Dakic, c'est vraiment un très bon recrutement parce qu'elle sort d'une belle saison en Euroleague avec Sopron. C'est une joueuse qu'on voit depuis des années en sélection serbe, qui était un peu spécialisée dans le sale boulot entre guillemets avec l'équipe nationale serbe. C'est en tout cas plus dans ce registre-là qu'on la voyait aux côtés des shooteuses Dabovic et Milovanovic et compagnie. Mais c'est vraiment une joueuse à fort potentiel qui est encore très jeune aussi. Donc là, c'est vraiment un recrutement de haut niveau, même y compris pour l'Euroleague, quoi. Bon, Nayorenko, qui effectivement on la présente plus, ça fait des années qu'on la voit avec la sélection canadienne et en LFB à Nantes, Rosé et puis à Bourges. Mais pareil, elle sort d'une très très belle saison avec Orenbourg. Et effectivement, il y a beaucoup de polyvalence. C'est encore une fois des filles qui peuvent un peu naviguer entre le poste 3 et le poste 4, notamment pour Kervin Dakic. Donc c'est pour ça que le duo avec Clark me semble plus qu'intéressant. Après, effectivement, moi, voilà. Là, le seul petit point d'interrogation que j'ai dans cette équipe, c'est clairement le duo de meneuses. Alors, aucun souci sur le potentiel et sur la signature de Marine Fotoux, évidemment, qui est un très bon choix. Mais effectivement, en début de saison, notamment en Euroleague, c'est pour l'instant, évidemment, un cran en dessous voire même plusieurs crans en dessous de Julie Allemand. Donc, peut-être le début de saison sera un peu compliqué, notamment en Euroleague. Après, effectivement, si elle prend le pli assez rapidement et on peut compter sur Ingrid Tancré pour la driver au maximum, ça fait quand même un ensemble, 4 étoiles, quoi, un peu dans le style de Bourges, hyper complet, quasiment à tous les postes. C'est vraiment très propre. Ouais, il y a peut-être, il manque peut-être, allez, pour être un peu exigeant, il manque peut-être une intérieure en plus, peut-être. Peut-être une vraie poste 5 à côté des Nassiak, peut-être. Ouais, peut-être. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'infos là-dessus. Je pense que Lyon est peut-être sur une opportunité là en ce moment. Voilà, mais après, c'est vrai que là, clairement, voilà, tu vas allez, on essaie de faire un 5 majeur hein, par rapport à Lyon. Marine Fotoux à la main, Marine Johannes au poste 2, on peut mettre Alexandra alors Séverine, pardon, excuse-moi, comment on dit déjà Kervin Dakic. Kervin Dakic. Voilà, je vais y arriver. Nayo Riklock, on peut la mettre poste 4 plus Elena Siak. Bon courage, hein. Bon courage, hein. Franchement, c'est flippant, hein. Donc voilà, bon courage aux équipes, quoi. Tout ça entraîné bien sûr par le meilleur coach de l'équipe féminine, Valérie Demory. Donc voilà, Lyon encore une fois réussit son mercato. Petit exercice pour vous, si vous m'entendez bien, parce que mon réseau saute un petit peu. On a parlé de tous les clubs de 12 à 1 par rapport à la situation actuelle et au transfert. Ce que je vais vous demander, c'est à tour de rôle de me donner les clubs que vous voyez à chaque rang. D'accord? Comme ça nous donnera une petite idée des projections, même si tous les transferts ne sont pas, bien entendu, terminés. Si vous deviez me donner une équipe chacun, sans explication hein, forcément, mais par exemple à la 12e place, Thibaut. Saint-Amand. Ok, Pareil. Barbara. Pareil. Ok. Du coup, juste pour savoir si Vince, t'es en accord ou si je place Saint-Amand en 12e direct. Ouais, Saint-Amand, c'est pas mal. J'hésitais peut-être avec Nantes-Rosé, moi. Ouais, mais... pareil. Donc là, vous êtes déjà 2 pour Nantes en 11e, j'imagine. Barbara. Ouais, pareil, parce qu'après, ouais, j'aurais mis Nantes 11e parce que je trouve qu'il y a eu des recrutements qui ont été un petit peu plus intéressants pour les équipes de leur championnat. Je pense vraiment que c'est vraiment les deux équipes qui sont vraiment, je pense qu'ils sont vraiment un cran en dessous en tout cas en termes de recrutement pour l'instant. Après, bon, c'est pas fini, mais je pense que pour l'instant, c'est les deux équipes qui ont du mal à s'en sortir. Alors là, c'est juste vraiment pas obligé de donner des explications, hein, c'est vraiment juste pour remonter. On a eu tout le temps d'analyser tout ça. Donc 10e, Jacques, tu mettrais qui? Désolé Barbara, mais je dirais Rochevandet. Ah, t'es ouf, je ne suis pas du tout d'accord. Oh là là, tu vas nous ouais. Thibaut. Barbara. Thibaut. Moi, je mettrais Nantes. En fait, je mettrais Charnay 11 et Nantes. Ouais, mais du coup, comme Saint-Amand et Nantes sont déjà tombés, du coup, en 10. Charnay. Charnay pour Thibaut. Barbara. Charnay aussi. Et du coup, est-ce que Vincent, tu fais pencher? Oui, je surenchéris sur Charnay. Ok. Donc on a Charnay, Nantes et Saint-Amand déjà qui sont tombés. 9e pour Vincent.
Alors après, là, par contre, c'est hyper compliqué. Ouais, pareil. Fou là là, là, il y a un four d'équipe que je trouve quand même intéressante. Ouais, Roche-Vendée, Landerneau, allez, peut-être avec la Coupe d'Europe qui va prendre de l'énergie. Franchement, j'ai du mal là. Allez, un choix. Ok, bah, allez. Moi, je mets Landerneau plutôt. Landerneau, Thibaut. Villeneuve. Ok, Barbara. En fait, j'ai suivi l'avis de Vince parce que en espérant me tromper, je me dis peut-être que ça sera compliqué pour elle de doubler, même si le recrutement est séduisant, 9e. Pour voir si Landerneau reste 9e. J'aurais plutôt dit Roche-Vendée, mais Landerneau, elle me paraît quand même. Ça me paraît probable. De toute façon, comme vous n'étiez pas d'accord avec Thibaut, de toutes les façons, ce sera Landerneau. Non, c'est ouais, c'est ça. Mais c'est la majorité qui l'emporte, hein, je suis désolé. Oui, non, non. Pas de problème. 8e du coup. Alors, il nous reste Villeneuve d'Ascq, il nous reste Tarbes, il nous reste La Roche-Vendée, Charleville. Barbara. Villeneuve. Oui. Thibaut. Bah là, ouais, moi, je vous suis, hein, Villeneuve. Ok. Jacques. Roche-Vendée, toujours. Ah, il a Et Vince. pauvre. Et Vince. Ouais, ça se joue entre Villeneuve et Roche-Vendée, ouais, donc ouais, je pars sur Villeneuve vu que c'est apparemment la majorité. Ok. Du coup, 7e, Roche-Vendée, j'imagine. Ah non, moi j'aurais mis Tarbes. Hein. Non, Non, je suis non. pas d'accord. Tarbes aussi, ouais. Ok, donc Tarbes l'emporte. 6e. Par contre, la 6e, je conseille de mettre la Roche-Vendée à cette position. Ouais, parce que le top 5 paraît quand même au-dessus, ouais. De pareil. Ok, ça marche. Du coup, on rentre dans le top 5. Il nous reste effectivement Lyon, Bourges, Montpellier, Basketland et j'ai oublié le Charleville qui restait. Moi, 5e, je mettrais Charleville. Charleville, ouais. Ouais, de même. Et pourtant, l'effectif est. Enfin, bon, il reste encore des choses à faire, mais la base paraît plus que solide. Bon, ça démontre aussi le niveau global de la LFB quand même. 4e, Vince. Allez, je vais tenter Latte Montpellier. Je vais dire que Basketland passe en 3 et je mets Latte Montpellier en 4. Pareil. Ok, très bien. Donc les finalistes du championnat de France vont du coup descendre de un cran par rapport à la saison actuelle. Ouais, c'est pas grave, hein. Non, de toute façon, il y a les playoffs après, c'est pas très grave. C'est ça. Du coup, après Latte, il nous reste 3 places du coup entre Basketland, Bourges et Lyon. J'ai l'impression que Basketland va remporter les suffrages pour cette 3e place. Voilà. Vraiment là c'est compliqué je trouve. Vraiment ça va vraiment jouer entre Bourges et Basketland je pense. On va jouer dans la mouchoir de poche. Il faut faire un choix. Basketland, mais bien joué, hein, franchement. Moi, je mettrais plutôt Bourges 3e parce que l'Eurocup sera peut-être moins exigeante que l'Euroleague. C'est peut-être pour moi le facteur qui me ferait mettre Bourges 3e. Ils sont en Bourges seulement? D'accord. Ok. Écoute, Bourges est en Euroleague. Hein. Ouais, ils sont en Euroleague, ouais. Oui, non, c'est pour ça que je les mettrais plutôt 3e et j'aurais mis Basketland 2 d'accord, parce qu'elle joue l'Eurocup. Excuse-moi, Barbara, j'avais mal compris, excuse-moi. Oui, je te suis également là-dessus. On met Bourges du coup ou... Parce que là vous êtes à 2-2. Hein. Bourges, ouais. Ah, c'est Thibaut qui a pris la décision, il a mis Bourges. Non, pardon, non, mais pas pour tout le monde. Non. T'as parlé plus vite. T'inquiète, c'est pas grave. Du coup, le nouveau classement, enfin en tout cas les projections que vous avez par rapport au recrutement et à cette période de transfert, ça serait en 1 Lyon, indiscutable. Basketland, Bourges 2 et 3, mais qui pourraient être dans un mouchoir de poche. 4, du coup, Latte Montpellier, 5 Charleville, 6 La Roche-Vendée, 7 Tarbes, 8 Villeneuve d'Ascq, 9 Landerneau, 10 Charnay, 11e Nantes-Rezé et puis 12e Saint-Amand. Je vais les garder dans un coin pour voir si l'année prochaine on colle avec ce que vous venez d'annoncer. J'annonce un petit peu parce que à chaque fois en LFB il y a plein de surprises.
Pas à l'abri, non mais sérieusement, on n'est pas à l'abri d'avoir un gros club qui s'effondre totalement, hein. Non, Donc mais voilà. Ouais, ça c'est vrai, ça arrive tous les ans. Ça- Sinon, ça serait pas marrant si on Sinon, ça fait serait- un 100% au classement. Et on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise. Donc entre Nantes et Charnay, voilà, ça peut, voilà. Est-ce que tu dis ça pour au cas où si Non, mais- on s'est planté ou parce que Ah, mais bon, de toute façon, les archives vont être gardées, donc forcément, voilà. Mais Oui. il se passe toujours quelque chose en LFB, et ça, c'est ça qui est bien. On a vu que Landerneau et La Roche-Vendée ont créé des surprises ces 2 dernières années, donc ça serait pas étonnant qu'il y ait une grosse surprise l'année prochaine. Allez, on passe. Merci pour ce petit jeu. En tout cas, merci de vous y être prêté. Dernier point, Thibaut. Je crois que tu avais quelque chose de très lourd sur le cœur que tu voulais partager avec tous nos Non. auditeurs. Non, mais je pense qu'on est un petit peu, on est tous un peu tristes que l'Open LFB ne soit pas reconduit pour l'année prochaine. Il y a quand même eu 15 éditions de l'Open LFB. C'était l'occasion pour tous les clubs de se rassembler en début de saison sur Paris pour disputer la première journée du championnat. Il y avait aussi l'occasion de croiser les meilleures joueuses françaises. Lorsqu'il y a eu la médaille d'argent à Londres, c'était dingue, l'édition 2012 de l'Open LFB, on s'en souvient. Donc voilà, c'est vraiment très dommage. Je peux comprendre qu'il y ait peut-être une envie de faire autre chose, d'avoir une nouvelle stratégie. Mais je pense que les fans étaient habitués à ce type de rendez-vous. Je dis pas ça parce que je commentais les matchs aussi. Mais c'était vraiment un rendez-vous. Je pense que tous les journalistes, Barbara, comment dire, Vincent et Jacques le diront pareil, ça faisait vraiment du bien de se retrouver un peu comme ça le temps d'une journée. Parce que généralement, voilà, chez les garçons, c'est une journée, c'est un media day, voilà, sur une péniche, et on voit les joueuses et on voit les joueurs, pardon, et après c'est bon, ils repartent chez eux. Là, on voyait les joueuses, on les voyait faire des photocalls, etc. Puis après, on les voyait jouer, puis après, on pouvait encore les voir, et puis les filles se voyaient également. Donc voilà, c'est très dommage. Donc, mais je pense que c'est pas une fin, en soi. Je pense qu'à mon avis, ils vont essayer de faire quelque chose de nouveau. Peut-être un Open LFB dans une ville phare, par exemple. Voilà, organiser ça chaque année, département, enfin dans une ville de LFB. Donc voilà, c'est une idée qui peut être soumise aux dirigeants. Barbara, je crois que tu partageais l'avis de Thibaut. À 100%, c'était vraiment l'événement qui marquait la rentrée. Et comme Thibaut disait, c'était vraiment l'occasion de croiser tout le monde, que les supporters voient toutes les équipes, leurs joueuses. Il y avait des séances dédicaces organisées qui marchaient très bien. C'était l'occasion de mettre à l'honneur différentes équipes, de remettre des prix. Donc il y avait vraiment une bonne ambiance autour de l'événement. Je pense que c'était un événement vraiment apprécié. Après, c'est vrai qu'au bout de 15 ans, ils se sont peut-être dit qu'il fallait voir autre chose, tourner la page au moins momentanément. Après, pareil, je pense que peut-être que dans quelques saisons, elle reviendra sous une autre forme, et peut-être faire quelque chose d'itinérant. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Ah oui, le problème c'est qu'en LFB, il n'y a pas d'équipe parisienne. Donc, Oui, c'est ça aussi le souci. c'est ça qui est un peu problématique. S'il y avait le Stade français de la belle époque qui serait là, on ne serait pas là à débattre. Donc c'est dommage. D'ailleurs que le Stade français n'arrive pas à remonter comme ça au plus haut niveau. Qu'il n'y ait pas de club parisien qui puisse se montrer un petit peu. Il y aurait le Paris Basketball qui pourrait avoir une section, ça aurait été intéressant, qu'il puisse. Il y a Paris Basket Avenir, hein, qui est une équipe qui est en NF1. Le Stade français sont en NF2, il me semble. Ils sont pas descendus, hein. Donc ils sont même pas montés non plus. Donc voilà, c'est dommage. Mais et puis il y avait à l'époque, il y avait également il y a Sceaux également qui est pas si mal placé que ça en NF1. Donc entraîné par Chris Singleton, pardon. Singleton.
C'est la fin de la chronique là, donc forcément, j'ai des idées un peu voilà. Non, Chris Singleton, voilà, consultant pour Beansport, hein, qui entraîne Sceaux, qui a recruté d'ailleurs du lourd à l'intersaison, donc à suivre cette équipe de Sceaux. Bon, nous pleurerons l'Open LFB. Mais Exactement. peut-être pour des meilleures versions, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cet épisode. Merci pour ce numéro 6, qui, je suis sûr, sera l'épisode le plus écouté des épisodes Mismatch. Je compte sur tous nos auditeurs pour partager, pour toutes les joueuses de basket qui nous écoutent, de partager dans leur club, parce que c'est ça dont on a besoin aussi. On veut rendre ce sport en tout cas la partie féminine médiatique, augmenter sa médiatisation, pardon. Donc on compte sur tous ceux qui nous écoutent pour nous partager et éventuellement nous poser des questions, interagir avec nous directement. Merci à tous, très bonne soirée, très bonne journée pour ceux qui nous écoutent demain ou dans les prochains jours, et on vous dit à très très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut. Salut! Salut, salut.